tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un update. Je ne vais pas perdre trop de temps avec cette petite intro parce que j'ai énormément de livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Ici je vous présente un bouquin que j'ai dévoré, que j'ai vraiment adoré, j'étais vraiment plongée dedans. L'écriture était sublime, c'était vraiment un coup de cœur énorme, donc je vous le conseille à tous. Donc c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. On est sur un pavé quand même qui fait 700 pages et que j'ai dévoré en 5 jours à peu près. Et encore, j'ai pris mon temps pour savourer chaque chapitre, donc c'est pour vous dire que ça se lit vite tellement on est pris dans cette histoire. Donc ici on va suivre un jeune étudiant boursier qui s'appelle Richard et il a été accepté à l'université d'Amden. Arrivé sur les lieux en se promenant un petit peu dans le campus, il va tout de suite être interpellé, enfin il va voir une bande d'étudiants qui sont tout le temps ensemble, c'est assez fermé un petit peu, ils sont à 5. Et ils sont très étranges, très mystérieux aussi. Et Richard va être fasciné en fait par ce groupe d'élèves. Il va avoir qu'une envie, c'est de se joindre à eux. Donc il va se renseigner un petit peu dans le campus et il va apprendre que ce groupe d'étudiants font partie d'un cours de grec ancien. Donc il va aller voir le professeur, un monsieur assez mystérieux aussi et assez bizarre, qui normalement ne prend que 5 élèves. Voilà, il n'en prend pas plus, jamais. Bon, là Richard il va avoir de la chance, il va sympathiser un petit peu avec ce groupe d'élèves finalement, il va réussir à les approcher, il va être très proche d'eux, il va faire partie bien sûr de leur petit groupe et de cette classe de grec ancien. En apprenant à les connaître, il va connaître un petit peu aussi leurs plus sombres secrets, il va aussi se retrouver mêlé à tout ça. Donc entre mensonges, trahison, drogue, alcool, sexe, j'ai envie de dire et rock'n'roll, voilà, c'était vraiment une lecture tellement excellente. On a des personnages très charismatiques, tous, vraiment, ils sont tous mystérieux, ils ont tous un caractère bien défini. On prend plaisir à les voir évoluer un petit peu avec tous ces drames qui vont se passer autour d'eux. Personnages qui ne sont absolument pas attachants, mais clairement pas du tout ce qui était voulu, je pense, de la part de l'auteur. Mais on prend plaisir à les suivre, à les voir évoluer, à voir de quelle manière ils vont réagir en fonction de ce qui se passe. On se met un petit peu à leur place, on se demande ce que nous, on ferait dans ces cas-là. C'est un roman que je vous conseille bien évidemment. Voilà, c'était juste une découverte de malade que j'ai adoré du début à la fin. J'ai adoré aussi du coup détester les personnages, même parfois on a des dialogues un petit peu pédants, etc. Mais franchement, ça m'a pas gêné plus que ça. L'écriture était tellement sublime. Il faut vraiment que vous le découvriez. C'était juste magnifique. Ensuite, un bouquin que vous connaissez peut-être déjà bien sûr parce que c'est très connu. C'est le premier tome d'une série, donc de la série Cobaye. Ici, c'est Cédric qui a été écrit par Alain Chaperon. Là, c'est le premier tome d'une saga, d'une série qui comporte 7 bouquins où dans chaque bouquin, on va suivre un personnage ou plusieurs parfois. Il y en a un, alors je ne sais plus le nom exact, je ne sais plus exactement, on suit un garçon et une fille. Dans ce premier tome, on suit donc Cédric. Ici, c'est tous des personnages qui vont se porter volontaires, ils vont répondre à une annonce d'un labo pharmaceutique, enfin voilà, qui s'appelle Alpha Lab et qui a besoin de cobayes pour tester des injections, des produits, et voilà. Donc Cédric, lui, c'est un personnage qui se décrit lui-même comme très paresseux. Il passe son temps chez lui avec son chat à fumer, à regarder la télé, écouter de la musique, lire, enfin voilà, il fait pas grand-chose. Il a un blog aussi, où dessus il est un petit peu anonyme, ce blog, voilà, c'est son nom d'emprunt, c'est Cobaye, ce qui tombe bien avec ce livre du coup. Et donc voilà, il fait ça souvent, il a l'habitude d'être cobaye et de tester des médicaments pour avoir un petit peu d'argent, parce que c'est de l'argent facile, il n'a pas besoin de travailler. Là il va répondre à l'annonce d'Alpha Lab, il va y aller, il va faire les premières injections, et très vite sa personnalité va changer, parce que d'une personne très paresseuse, etc., il va passer à une personne remplie, pleine d'ambition, débordant d'énergie. Il va multiplier les conquêtes, il va très vite par contre avoir des pulsions qu'il ne pourra pas retenir. On a donc des passages très bien décrits, donc c'est pas mal gore. On a pas mal de scènes de sexe dans ce tome-ci aussi.
On a des passages et des dialogues assez crus tout de même. Cédric, c'est un personnage détestable, que j'ai détesté personnellement du début jusqu'à la fin, mais encore plus à la fin évidemment. J'ai bien aimé les passages où nous avons des comptes rendus d'Alpha Lab. On a aussi des comptes rendus du blog de Cédric, donc voilà, un petit peu sous cette forme comme ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Ça s'est lu mais vraiment très très vite. Je l'ai lu en quelques heures et on est sur du, je ne sais plus exactement, sur 315 pages à peu près. Donc c'est vraiment très addictif. L'auteur, voilà, il a une très très belle plume. Donc ensuite le prochain c'est Olivier. Donc je vais essayer de me le procurer. Alors, on va passer à un service presse. Donc voilà, c'est une auteure que j'avais déjà lue. J'avais déjà lu Immersion dans un cerveau malade et Aurore. Donc ici, je vous présente Jazzman de l'auteur K. Alors, j'adore la couverture et ce format de livre, de petits livres comme ça, c'était vraiment super. Vraiment, c'est un très bon SP qui m'a vraiment plu. J'ai pas été déçue. J'ai retrouvé le style de cet auteur, de cette autrice, que j'ai du mal à définir exactement. J'arrive pas à mettre ce style dans une case. On est sur du thriller, horreur, fantastique, un peu étrange, un peu bizarre. Et c'est un mélange en fait qui donne quelque chose mais de super bien. En plus l'auteur me le fait très bien, donc ça passe tout seul. On se plonge vraiment dans l'histoire sans aucun problème, bien que parfois on se dit lors de la lecture mais ça c'est pas possible, mais pas du tout. Mais en fait on est tellement dedans, c'est tellement bien écrit, je vous dis. J'avais déjà qualifié l'écriture de cette autrice comme poétique. Parce que sincèrement c'est très beau, c'est vraiment très beau et ça se lit tout seul. Donc ici on va suivre Peter. Peter, il est fan de jazz depuis son enfance, depuis qu'il a 10 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons, lorsqu'il était retombé sur un saxophone. Et puis voilà, donc il en a joué un petit peu, il a appris tout seul. Bref, maintenant, Peter est adulte, il vit avec sa mère, et sa mère a une relation très malsaine avec lui. Elle l'empêche de vivre sa vie, elle a peur que son fils l'abandonne, comme son mari l'avait fait dans le passé. Donc voilà, Peter, il est tout le temps avec sa mère, il habite chez sa mère, il s'occupe de sa mère, il doit se dépêcher de rentrer, etc. pour pas la faire attendre trop longtemps. Enfin, c'est super malsain. Peter travaille au Jazz Empire ou Empire, hein, voilà. Ça dépend comment vous le prononcez. C'est un endroit où les musiciens se produisent, les musiciens de jazz, bien sûr, tous les soirs. Mais lui, voilà, il travaille là-bas, il est homme de ménage. Donc il rêve d'être à la place des musiciens qui se produisent sur scène. Et puis un jour, en allant chercher des produits d'entretien au débarras de son lieu de travail, voilà, il va retomber sur un saxophone magnifique. Il va tout de suite sentir que ce saxophone l'appelle. Il a besoin voilà, il le prend, il l'emmène chez lui et sa vie va changer du tout au tout et pas en bien, bien sûr, depuis cette trouvaille. Voilà, donc c'était très bien écrit, ça s'est lu, mais très très vite. C'était super, on a des scènes qui nous mettent assez... Enfin, c'est l'ambiance. L'ambiance est posée tout de suite. Elle nous met assez mal à l'aise du début à la fin. La fin, voilà, ça se termine pas non plus en happy end. J'ai adoré, j'ai tout adoré du début à la fin. Donc je remercie l'auteur pour son envoi, pour sa confiance aussi. Voilà, c'est un roman qu'il faut lire très très vite. Ensuite, un deuxième SP. Je remercie Daryl de Light pour cet envoi. Donc c'est la suite d'Amalia. Je suis très contente de l'avoir reçu, bien sûr. Donc nous sommes sur Incarnation. J'adore la couverture, on retrouve Amalia dessus. Voilà, il est trop trop beau, donc merci à Daryl. Là, si vous n'avez pas lu Amalia avant, je vous conseille vivement de le faire, bien que si vous lisez juste Incarnation, je pense que vous allez comprendre tout de même ce qui s'est passé par le passé avec ce personnage d'Amalia, mais c'est bien mieux d'avoir lu Amalia avant. Et je vous conseille aussi La famille Nielsen, qui parle des Nielsen dans leur passé, de leur enfance, jusqu'au jour où ils vont rencontrer Amalia au manoir des rêves. Enfin bref, on commence tout de suite avec ce tome 2. Donc on retrouve Amalia 3 ans plus tard, 3 ans après le drame qui s'est passé au manoir des rêves avec cette fameuse famille des Nielsen. Et ça fait 3 ans qu'elle vit dans la peur, elle fait des cauchemars où elle voit les Nielsen. Elle se persuade bien sûr que c'est juste des cauchemars jusqu'au jour où elle apprend que son ancien avocat lors de cette affaire
ben, il s'est fait assassiner très violemment. On a retrouvé son corps très mutilé, on lui a coupé la langue. Ensuite, elle apprend que c'est sa psychologue qui s'est fait aussi assassiner et mutiler. Je vais pas vous dire à chaque fois de quelle façon, je vous laisse découvrir. Et on a l'inspecteur Bonnard à côté de ça qui était à la retraite depuis peu et qui va reprendre un petit peu du service pour protéger Amalia, parce qu'il va montrer à Amalia une vidéo qu'un de ses anciens collègues lui a montrée où ça a été filmé au moment de l'assassinat de l'avocat. Et on reconnaît à la caméra Bruce Nielsen qui était logiquement mort parce qu'Amalia l'avait tué. Donc là, Amalia, elle va se demander si Bruce est revenu ou non. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler ce bouquin. J'ai adoré, j'ai retrouvé la plume de Daryl que voilà, j'embarque tout le temps, tout de suite. Une suite vraiment qui m'a énormément plu. Une fin aussi qui nous laisse à penser que, j'en ai parlé avec l'auteur, voilà, peut-être aurait-il une suite, on verra. J'espère vraiment qu'il y aura une suite. C'est toujours un plaisir de retrouver ce personnage d'Amalia qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais trouvé très courageuse et qui l'est encore plus dans ce tome numéro 2. Donc je vous conseille vraiment de lire Amalia, la famille Nielsen, Incarnation, Une nuit au funérarium aussi, La légende de Spellman, enfin voilà, je vous ai cité un petit peu tous les titres de Daryl que j'ai adorés. Ensuite, on continue là, hein. Je vous dis, j'ai beaucoup de services presse à vous présenter. Donc là, c'est Le regard de Maupassant et autres nouvelles de Clément Grimbert. Donc je remercie l'auteur pour l'envoi ainsi que la maison d'édition Amalthée. Il est très très beau. Déjà, moi, je l'avais repéré depuis un petit moment. La couverture est juste sublime. Donc ici, on est dans un recueil de 8 nouvelles horrifiques. Donc l'auteur le dit lui-même au début, hein, il est influencé de par plusieurs auteurs, tels que Edgar Allan Poe, Maupassant bien sûr, Lovecraft, Stephen King, etc. Donc voilà, on le sent bien dans ces nouvelles, hein. Donc j'ai trouvé ça vraiment super, hein. C'est un beau clin d'œil à tous ces auteurs-là. L'intégralité des nouvelles m'ont plu, elles m'ont toutes plu. Il n'y en a pas une seule qui m'a déçue ou quoi que ce soit, vraiment je les ai toutes aimées. Par contre, il y a forcément des nouvelles que j'ai préférées par rapport à d'autres, comme bien souvent dans les recueils de nouvelles, ce qui est tout à fait normal. Donc ma préférée personnellement, c'était l'alternative. Alors, mais j'ai tellement adoré, cette nouvelle m'a fait extrêmement flipper, parce on parle là en fait d'invasion extraterrestre, enfin d'anciens, vous verrez bien. C'était vraiment génial, c'était tellement imagé, je me suis fait je me suis fait cette nouvelle à l'image d'un film un petit peu. Donc voilà, c'était vraiment une nouvelle au top, vraiment, j'ai adoré cette nouvelle et j'ai aimé aussi toutes les autres évidemment, mais celle-ci elle m'a marqué plus que d'autres. Donc l'auteur il s'est bien marqué l'ambiance dès les premières pages de chaque nouvelle, parce qu'on en a certaines qui sont un petit peu plus courtes que d'autres, mais tout de suite il nous met dans l'ambiance en fait, il n'y a pas de souci. Donc là on nous parle de plusieurs thèmes, hein. On nous parle de la disparition mystérieuse d'un enfant dans un village, donc on a un policier qui va enquêter un petit peu là-dessus, il va se retrouver un petit peu dans le pétrin. Je vais pas tout vous... J'ai pas envie de vous spoiler certaines nouvelles non plus, donc on a une rencontre macabre dans les bois, une apparition d'objets non identifiés dans le ciel, donc ça c'est l'alternative. On a une découverte d'une seconde cheminée dans un salon, ça c'était flippant aussi. Bon après on a des histoires de sectes là-dedans, de sectes sataniques, démoniaques, c'était vraiment super. Je vous le recommande, ça s'est lu aussi mais super vite, on est sur un petit peu moins de 160 pages, une très belle plume, voilà, c'était un bon roman, un bon recueil de nouvelles horrifiques que je vous conseille grandement. Ensuite, toujours un service presse. Là, c'est sa disparition de Sophie Debrune, que je remercie pour l'envoi, ainsi que les éditions Baudelaire. Donc ici, on va suivre Madame X. Voilà, dans ce roman, c'est Madame X qui va se faire arrêter un beau matin à son domicile, donc par la police forcément. Elle va être mise en examen, on va la questionner au sujet de la disparition de sa belle-mère, parce que sa belle-mère a disparu depuis un petit moment. Et elle est suspectée. Elle est suspectée parce que sa belle-mère, c'était une personne tout de même très détestable qui avait aussi des relations extrêmement cheloues avec l'ex de Madame X. Donc c'était sa belle-mère à un moment. Voilà, c'était une femme détestable que j'ai pas aimé du tout, mais vraiment du début à la fin, j'ai pas aimé du tout ce personnage. Donc Madame X va être finalement libérée parce que
voilà, ils n'ont pas de raison de la garder, ils n'ont aucune preuve que ça soit elle qui soit responsable de la disparition de cette fameuse belle-mère ou pas, donc ils ne savent pas, donc elle va rentrer chez elle, elle va retrouver son chat, etc., donc elle va reprendre sa petite vie. Donc l'intrigue de ce bouquin, bien sûr, c'est de savoir comment cette vieille femme a disparu, pourquoi est-elle encore vivante, à cause de qui elle aurait disparu, d'elle-même ou de quelqu'un d'autre, bien sûr. Donc c'était vraiment une très très bonne lecture. Le personnage principal était très développé, très recherché, voilà, j'ai bien aimé. Jusqu'à la fin, je n'avais absolument aucune idée de qui était responsable de la disparition de cette femme. Donc voilà, c'était très bien parce que je n'ai pas deviné avant la fin, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Donc je n'ai rien de négatif à dire au sujet de ce service presse. Donc je remercie encore une fois l'auteur et la maison d'édition. Dernier service presse à vous présenter, donc là c'est La femme muette de Mathieu Albaïzeta, donc des éditions des Lacs, que je remercie. Alors ici on est sur du drame, on n'est pas sur de la littérature horrifique ou quoi que ce soit d'autre. C'était vraiment très très bien, c'était une lecture extrêmement touchante qui m'a vraiment plu. La plume de l'auteur était juste sublime aussi, quasiment poétique aussi, comme je disais tout à l'heure pour un autre bouquin. J'ai embarqué tout de suite, c'était triste, mais c'était tellement triste et en plus c'est quelque chose qui se passe bien sûr réellement malheureusement et plus souvent qu'on l'imagine. Donc là on suit Louise de sa rencontre avec son mari qui a eu lieu en 1963 jusqu'à sa mort qui est arrivée en 2013. Et nous allons suivre les années de souffrance, d'humiliation terrible que va endurer Louise. Donc le mari de Louise s'appelle René. Ils vont très vite se marier et avoir des enfants. Au bout de quelques années de mariage, voilà, on a son mari qui va très vite changer de comportement. Il va être méchant avec elle, il va un peu l'ignorer, il va commencer à la tromper. Elle va être un petit peu soumise, elle va être sous son emprise. Elle va accepter l'inacceptable tout simplement, les tromperies à droite à gauche. Malgré tout, Louise, elle est encore et toujours amoureuse de son mari. Elle garde espoir en son couple, elle veut raviver la flamme. Et son mari, en fait, il lui fait les pires coups que vous pouvez imaginer. Il y a eu une scène qui m'a vraiment mise hors de moi finalement, parce qu'il lui fait subir quelque chose, mais c'est la pire humiliation qui puisse exister dans un couple. Et elle accepte, et elle m'a tellement fait mal au cœur, en fait, ce personnage, il était, oh là là, tellement touchant finalement. Et le personnage du mari, on est sur quelqu'un de très manipulateur, un pervers narcissique. Je suis ressortie de cette lecture avec un sentiment d'injustice terrible. Voilà, c'était le but de l'auteur évidemment, et il a réussi pour le coup. C'était une lecture vraiment qui va vous procurer pas mal d'émotions. Je vous le conseille si vous aimez ce genre littéraire, un petit peu tout ce qui est drame, etc. Donc voilà, c'était vraiment très très bien. Ensuite, encore un coup de cœur, et voilà, j'ai lu beaucoup dernièrement et j'ai lu beaucoup de très bons livres. Donc là, j'ai lu La Servante écarlate, je vous en avais parlé un petit peu lorsque j'étais en train de le lire, de Margaret Atwood. Un roman qui a été adapté en série, je ne l'ai pas encore vu. Je vais la regarder très bientôt parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le livre et il paraît que c'est quand même pas mal différent, hein, donc voilà, on verra bien. Donc ici on est dans un roman dystopique où les femmes sont réduites au rang d'esclaves sexuels, tout du moins les femmes qui sont encore fertiles, bien évidemment. Leur but principal, leur devoir, leur obligation, j'ai envie de dire, c'est de donner un enfant à des couples qui sont infertiles. Elles n'ont plus aucune liberté, elles n'ont plus le droit à avoir de l'argent, à avoir un travail, à avoir le droit à la culture, enfin voilà, elles ont leur but à elles, c'est de tomber enceinte pour les autres. Donc elles sont contraintes d'avoir des rapports avec l'homme d'une autre femme, en présence de cette femme en plus. Il y a une scène sur le sujet où on suit le personnage principal à ce moment-là. Et c'était tellement malsain, la façon dont je me suis imaginé le truc, tout simplement, dont c'était écrit. On a la femme qui est là, qui est présente. On a l'homme qui viole, pas vraiment, parce que... je sais pas vraiment si je peux dire ça, parce que la servante écarlate, finalement, ouais, elle a pas le choix, mais elle se laisse faire. Et si donc ces femmes ne sont pas d'accord, ne se laissent pas faire, ou alors si elles refusent, si elles désobéissent, elles sont envoyées dans des genres de camps, un petit peu des colonies, où on sait pertinemment qu'elles vont finir très mal là-bas. Elles vont avoir à peine à manger, peut-être elles vont même mourir.
Donc voilà, là, le personnage principal, en l'occurrence, c'est De Fred. Ça n'est pas son vrai nom, parce que même leur nom, on leur prend. Et donc j'ai bien aimé ce personnage, l'écriture, c'était super fluide, ça s'est lu super vite aussi. J'étais vraiment à fond dans cette histoire. Et ce qui était terrifiant, c'est qu'on s'y voit un petit peu trop facilement. On est aussi sur un récit très, très injuste qui nous procure beaucoup d'émotions un petit peu. Et voilà, c'est vraiment quelque chose à lire. J'ai vraiment adoré. Ensuite, là, j'ai lu un petit Stephen King. Alors moi, j'ai l'édition qui se nomme Peur bleue. Normalement, c'est l'année du loup-garou. Enfin, c'est sorti récemment, les nouvelles éditions là, qui ressortent un petit peu toutes les nouvelles de Stephen King. Donc, c'est l'année du loup-garou. Ici, moi, c'est une édition qui contient une nouvelle et un scénario. Alors, j'ai choisi de ne pas lire le scénario, en sachant que c'était exactement la même chose que la nouvelle. Donc, j'avais pas envie de lire deux fois la même chose, même si c'est une autre approche, évidemment. Peut-être plus tard, voilà, peut-être que plus tard je lirai la partie scénario. Donc là j'ai lu que la nouvelle, qui m'a plu mais sans plus. Il y avait bien meilleur de Stephen King, question nouvelle. Donc voilà, c'était pas mauvais malgré tout, mais c'était pas un truc de ouf non plus. Donc là on est dans la ville de Tarker's Mills, j'espère que je l'ai bien dit, dans le Maine, et tout commence un matin de janvier où on va retrouver un monsieur un petit peu déchiqueté, enfin voilà, on retrouve son cadavre et il n'est pas en très bon état. Et puis comme ça, tous les mois, on va retrouver des personnes qui se sont fait lacérer et qui sont décédées. On a des preuves un petit peu, les gens vont tout de suite s'imaginer que c'est un loup-garou parce que ça retombe tout le temps les soirs de pleine lune, et puis on a des empreintes, voilà, des trucs dans le genre. Donc ça va durer 1 an comme ça, jusqu'à ce qu'on devine qui était réellement ce loup-garou. Moi, j'ai deviné qui était le loup-garou quasiment tout de suite. Donc un petit peu déçue à ce niveau-là, parce que du coup, la fin ne m'a pas surprise. Bien que j'étais contente, parce que voilà, j'avais deviné qui c'était, mais c'est pas compliqué à trouver, malheureusement. Suivre aussi un personnage dont je ne sais plus le nom, je l'ai lu il y a un petit moment, c'est un petit garçon qui est en fauteuil. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, ce sont mes hamsters qui font de la roue. Voilà, donc bref, reprenons. Donc j'ai bien aimé ce personnage, le personnage de ce petit garçon que j'ai trouvé vraiment, vraiment très courageux. Mis à part ça, c'est pas une lecture dont je me souviendrai. J'ai pas vu le film, je le regarderai malgré tout. Ensuite, alors pour terminer cette vidéo, je vous présente Sa Majesté des Mouches de William Golding. Alors ça, je vous en avais déjà parlé dans un book haul. Donc moi, j'ai pris l'édition Folio Junior, c'est ça, qui est illustrée. Donc j'ai trouvé ça super au cours de la lecture de voir un petit peu les illustrations, qui étaient en plus très très belles. Alors là, c'est pareil, c'est un grand classique, mais ça, voilà, je sais pas. C'était pas transcendant non plus, j'ai pas aimé plus que ça. À certains moments, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, je me suis vraiment ennuyée. Ouais, bon. C'était quand même une bonne lecture, mais je m'attendais vraiment à mieux. On m'a dit, lorsque j'avais fait mon retour sur ce bouquin sur les réseaux, il y a une personne qui est venue me trouver en me disant que j'avais été très dure dans ma chronique avec ce grand classique. Mais voilà, je suis sincère, quand je vous donne mon avis, je suis sincère, je vais pas mentir. Voilà, c'est mon ressenti à moi, j'ai pas aimé plus que ça. Cependant, je suis très contente d'avoir enfin sauté le pas de cette lecture, parce que voilà, c'est quand même très connu, donc il était temps que je le lise. Donc là, vous connaissez tous l'histoire, je pense, c'est un groupe de jeunes garçons, il va y avoir un accident d'avion, ils vont se retrouver seuls sur une île déserte, sans adultes. Alors on n'a que des garçons, hein, voilà, on n'a pas de filles. J'aurais trouvé l'idée sympa, mais bon. On va suivre aussi donc là-dedans Jack et Ralph, qui sont un petit peu, ils vont vite prendre les choses en main. Donc ils vont se débrouiller un petit peu, hein, ils vont se débrouiller pas mal d'ailleurs, hein. Bon ça va, ils ont des fruits sur l'île, ils ont un petit peu ce qu'il faut. Et en fait très vite il y a les plus jeunes. Les plus jeunes ont, je crois, 5 ans et les plus vieux, 12 ans, un truc dans le genre. Et donc les plus jeunes, ils vont très vite se mettre à flipper parce qu'ils vont dire qu'ils ont aperçu un genre de monstre le soir près de leur campement. Ralph, il va tout faire pour maintenir le feu qu'ils ont réussi à faire pour qu'avec la fumée, voilà, ils soient repérés pour être sauvés éventuellement. Et on a l'autre qui est Jack, qui lui va tout faire pour chasser, pour ramener à manger. Ils vont vite être en désaccord tous les deux, ce qui fait qu'il va y avoir des clans. On a Ralph et son ami qui s'appelle Piggy, un personnage que j'ai bien aimé, qui m'a beaucoup touchée aussi, qui vont tout faire pour maintenir une société organisée, hein, voilà.
Et malgré tout, on a la sauvagerie du clan de Jack qui va prendre le dessus. Et on a des scènes, on a des bonnes scènes, mais après ça reste du junior. J'avais lu dans certains avis avant de le commencer que pour du junior c'était quand même assez lourd, il y avait des scènes qui m'étaient très mal à l'aise. Bon, à part certaines scènes qui étaient pas mal injustes, j'ai rien trouvé de fou, j'ai pas trouvé de scène de ouf non plus. Voilà, c'était quand même une bonne découverte, mais sans plus. C'est pas un livre que je relirai, et bien sûr je vous le conseille, parce que c'est un livre qui donne envie à pas mal de personnes qui ne l'ont pas encore lu. Voilà, après cette édition, j'ai bien aimé les petites illustrations, mais sans plus, pas de coup de cœur. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et vos avis au sujet de ces titres. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.